Les guerres non déclarées sont devenues monnaie courante. C'est tragique, mais notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par l'État. Pour construire une société vraiment libre, il faut comprendre et rejeter le principe même de l'initiation de la force. Et si parfois aimer son pays voulait dire qu'il fallait changer ou même abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement, c'était celui qui gouverne le moins? Et si c'était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux mourir en se battant pour la liberté que vivre en esclave? Et si le moment le plus critique pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 juillet 2026. Max Blumenthal est avec nous. Merci beaucoup, Max. C'est ta deuxième apparition avec nous cette semaine. Alors, comment Israël menace-t-il la liberté de la presse américaine? Eh bien, cela fait des décennies qu'Israël menace la liberté de la presse américaine à travers son lobby, qui cherche à punir quiconque rapporte la vérité. C'est ce qu'a vécu, par exemple, le représentant Ro Khanna lorsqu'il s'est rendu en Cisjordanie et a été témoin de la terreur exercée par les colons. Ro Khanna a montré que les Palestiniens disaient la vérité. Les colons sont des terroristes qui les agressent et qui s'en prennent aussi à toute personne venant leur porter secours. Et ils sont soutenus jusqu'au bout par l'armée et le gouvernement israélien. Vous savez, il y a quelques années, même simplement rapporter cela aurait été bien plus difficile qu'aujourd'hui. Donc maintenant, on voit bien que ce n'est pas seulement le lobby israélien. Je pense qu'il devient presque impossible de qualifier de simples lobbyistes des personnalités ou des groupes basés en Israël, mais qui prétendent être américains, ou encore des figures directement financées par le gouvernement israélien qu'on présente comme des influenceurs. En gros, ce sont des relais de cet État étranger d'apartheid. Et ils ont fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle me punisse à cause de mes reportages factuels depuis Téhéran. Tout ça reposait uniquement sur des insinuations à propos de mon travail, alors que je faisais exactement le même type de reportage que tous ces journalistes accrédités des grands médias, présents en Iran en même temps que moi, pour couvrir ce qui a été le plus grand enterrement de l'histoire, celui de Qassem Soleimani. Je rendais compte sur le terrain des crimes de guerre commis par les États-Unis et par Israël, en me rendant dans des endroits où, à ma connaissance, très peu de journalistes américains, voire aucun, n'étaient encore allés. Des lieux où des massacres avaient été perpétrés par les États-Unis, pas aussi graves que celui de Minab, pour lequel Washington refuse toujours d'assumer la moindre responsabilité. 168 morts pour la plupart des écoliers dans le sud de l'Iran. Des massacres terribles malgré tout. J'interviewais des responsables, des universitaires, des gens dans la rue. À mon retour, on m'a confisqué mes appareils et j'ai subi un interrogatoire très intrusif sur mes sources et mes méthodes. Ils m'ont demandé si j'avais été payé pour mener ces entretiens en Iran. Ce qui rejoignait et reprenait les insinuations mensongères de ces figures soutenues par Israël. Et la saisie de mes 2 téléphones était totalement anticonstitutionnelle. Le département de la sécurité intérieure justifie ça en disant qu'il existe une sorte de zone d'exception légale dans les aéroports. Mais moi, je ne vois pas où les tribunaux auraient établi une telle chose. Alors, après que le comité américano-arabe contre la discrimination a déposé une plainte en mon nom,
peu de temps après, la semaine dernière, j'ai reçu un appel des douanes et de la protection des frontières. Ils m'ont dit de venir récupérer mes téléphones. Pour moi, c'est clair. Ils ne voulaient pas passer devant un juge. Ils n'ont pas aimé l'attention médiatique que ça a provoqué. Et ce n'est pas fini. L'affaire est toujours en cours. Nous voulons toutes les copies qu'ils ont pu faire de mes téléphones, toutes les données, toutes les informations. On va aller au tribunal. J'aurai mon audience ce mois-ci et je vous tiendrai au courant, vous et tout le monde. L'ADC, sous sa nouvelle présidente, Jeanine Yunus, une vraie défenseur du peuple, une véritable combattante de la liberté d'expression, poursuit le secrétaire du DHS, Mark Wayne Mullin, pour la saisie inconstitutionnelle de mes appareils. Et on pourrait aller plus loin. Mais le point essentiel, pour répondre à votre question, c'est que les mêmes forces qui ont manipulé notre président dément pour qu'il lance cette guerre désastreuse contre l'Iran. Une guerre désastreuse et vouée à l'échec sont celles qui ont poussé le département de la sécurité intérieure, ou peu importe, tel ou tel apparatchik de l'appareil de sécurité nationale, à autoriser la saisie de mes appareils quand je revenais de mon reportage à Téhéran. Et je vais en nommer une, qui s'en vante personnellement, qui se vante d'avoir appelé le secrétaire d'État, d'avoir contacté le FBI et même le département du Trésor à mon sujet. C'est une victime de chirurgie esthétique ratée, aujourd'hui en Ukraine, connue sous le nom de Laura Loomer. Et Laura Loomer, Je pensais que tu allais me dire Randy Fine. eh bien, Randy Fine, vous savez, m'a peut-être pris pour cible. Mais il m'a semblé que Laura Loomer agissait en quelque comme une mercenaire, engagée par une source douteuse, peut-être même étrangère, pour m'attaquer. Quand je regarde les diatribes frénétiques qu'elle a publiées en me visant directement, le vocabulaire qu'elle employait, et puis je repense à janvier 2024. C'est quelque chose que j'ai ressorti et publié sur Twitter, ou X. Et quelques heures après, je crois que c'était quelques heures après, que j'ai interrompu et interpellé le secrétaire d'État Tony Blinken à propos de son soutien au génocide à Gaza, de la rupture des négociations et de ses mensonges à ce sujet lors de sa dernière conférence de presse, d'où j'ai été expulsé, et un autre journaliste, Sam Husseini, a été expulsé de force, j'ai reçu un message privé. La personne me disait qu'elle soutenait ma liberté d'expression, que le département d'État avait dépassé les bornes en nous expulsant, et que même si elle se disait sioniste, ce qui s'était passé était inacceptable. Cette personne, si on peut encore l'appeler comme ça, c'était Laura Loomer. Alors, qu'est-ce qui a changé entre janvier 2024 et aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, un contrat avec l'ancien directeur de cabinet de Trump, Brad Parscale, celui qui supervise maintenant la plus grande opération d'ingérence et d'influence étrangère de toute l'histoire américaine, au nom du ministère israélien des Affaires étrangères, en payant des influenceurs comme Laura Loomer 50 millions de dollars pour saboter les négociations entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce que ce serait ça? Et puis, pourquoi Laura Loomer a-t-elle soudainement retourné toutes ses positions, y compris sur la Russie, alors qu'elle affirmait que l'Ukraine était infestée de nazis et que finalement, la Russie ne faisait que se défendre en envahissant l'Ukraine? Laura Loomer a même été collaboratrice pour RT. Et aujourd'hui, elle est à Kiev, invitée et financée par Volodymyr Zelensky, en déclarant qu'elle a changé d'avis et que la propagande russe, c'est mal. Franchement, ça ressemble à une mercenaire étrangère qui agit pour le compte de clients, peut-être même des États étrangers, pour attaquer, salir et diffamer tous ceux qui se mettent en travers de leur route. Et cette cible qu'on m'a mise dans le dos, elle ne vient pas seulement d'elle, mais aussi d'une autre organisation israélienne, appelée Canary Mission. Et l'administration Trump, encore une fois, réagit à tout ce qu'Israël veut qu'elle fasse. Israël contrôle toute sa politique dans la région. En réalité, Israël dirige cette guerre,
une guerre que les contribuables américains financent pour Israël, où des soldats américains meurent pour Israël, pendant que les Israéliens, eux, restent en retrait, simplement à observer et à attendre la prochaine étape. Adiwara communiqué avec. Eh bien, je n'ai pas répondu à son message privé, mais elle m'en a envoyé un, sans que je le demande, pour me dire qu'elle soutenait ma liberté d'expression. Et puis, plus récemment, c'était en janvier 2024, elle a appelé les marshals américains à me faire débarquer d'un vol à cause de mon travail de journaliste, a demandé à la secrétaire au Trésor d'enquêter sur mes finances, alors que j'ai tout payé de ma poche, et a réclamé que le FBI m'enquête et fasse une descente chez moi à 5 heures du matin, lourdement armée. En gros, elle appelait à ma mise à mort. Et elle est même allée jusqu'à demander à l'armée américaine d'attaquer toute la cérémonie funéraire, tuant des millions de personnes, moi compris, ainsi que tous les autres journalistes présents. C'est une folle. On peut traiter cette personne de cinglée, si on veut, mais c'est quelqu'un qui a voyagé à bord d'Air Force One avec Donald Trump et qui a réussi à faire renvoyer plusieurs personnes de son administration. Parmi elles, le principal expert du Conseil de sécurité nationale sur l'Iran, Nate Swanson, qui avait prévenu que le détroit d'Ormuz serait fermé si les États-Unis attaquaient l'Iran. Quelle est sa relation avec Trump, Max? Bill Maher a dit qu'elle était la maîtresse de Donald Trump, et maintenant, elle le poursuit en justice. Ils étaient clairement très proches, mais je ne sais pas s'ils le sont encore aujourd'hui. Waouh! Mais pourquoi l'Ukraine voudrait-elle de cette personne dans son pays? Quelqu'un que beaucoup d'Américains considèrent comme une folle. Je dirais même la plupart de ceux qui la connaissent. Quelqu'un qui a récemment célébré une fusillade de masse dans une mosquée. Quelqu'un qui a récemment appelé au massacre de millions de musulmans, simplement parce qu'ils assistaient aux funérailles de l'ayatollah à Téhéran. Quelqu'un qui a exprimé un désir de génocide à Gaza. Une raciste virulente. Une sorte de Ku Klux Karen. Pourquoi l'Ukraine voudrait-elle qu'une personne comme ça soit dans le pays pour représenter en quelque sorte la grandeur de Kiev? Pourquoi Zelensky publierait-il lui-même un message sur X pour souhaiter la bienvenue à une figure aussi génocidaire? Parce qu'ils la considèrent proche de Donald Trump et qu'ils essaient de garder Donald Trump et le mouvement MAGA de leur côté. C'est comme ça qu'ils perçoivent Laura Loomer. C'est pour ça qu'ils l'ont invitée là-bas. Donc, il faut reconnaître que oui, une ancienne patiente d'asile psychiatrique est aussi un canal vers Donald Trump, qui lui non plus n'est pas exactement un modèle de sobriété ou d'équilibre mental. Je ne savais pas qu'elle t'avait attaqué quand on avait convenu de parler de « Israël menace la liberté de la presse américaine ». Avant de passer à un autre sujet, est-ce qu'elle a déjà été internée en psychiatrie? D'après, enfin, si vous demandez à Grok, le chatbot d'intelligence artificielle de X, si son père l'a fait interner dans un asile psychiatrique, il vous répondra oui. Et ça, je ne suis même pas sûr qu'il le conteste. Donc ce n'est pas juste moi qui parle à la légère. En même temps, on peut dire que ce n'est pas confirmé. Mais ça correspond assez bien au comportement de quelqu'un qui irait jusqu'à célébrer une fusillade de masse dans une mosquée américaine. De quelqu'un qu'on a vu en vidéo en train de harceler sexuellement de jeunes hommes. De quelqu'un qui a été accusé de harcèlement, y compris par son propre ancien directeur de campagne, Milo Yiannopoulos, pendant une tentative ratée de se présenter à un poste en Floride. Une personne avec un passé vraiment sordide qui a réussi à se rapprocher autant de Donald Trump. Et pour moi, c'est un vrai signe de la folie et du danger que représente cette administration. C'est quand même intéressant de voir
que quand les 2 derniers soldats ont été tués, ça s'est passé en Jordanie et que le président Trump a reproché à la Jordanie de ne pas les avoir protégés. Oui, qu'est-ce que la Jordanie va faire? La plupart des Jordaniens sont palestiniens et ils ne sont pas très contents d'avoir des bases américaines dans la région, sur leur territoire. Il n'y a pratiquement aucun soutien populaire pour ces bases parce que tout le monde en Jordanie, ou presque, sait qu'elles sont là uniquement pour donner une profondeur stratégique à Israël, pour le protéger. Et l'une de ces bases était secrète, jusqu'à ce qu'elle soit attaquée par un drone venu d'Irak, en 2024, ou peut-être 2023, pardon. Oui, 2024, la base Tower 22. I believe, or 2023, Tower 22. This was a secret U.S. military base on the Jordanian side of the. C'était une base militaire américaine secrète, située du côté jordanien de la frontière syrienne. Elle servait aussi à soutenir des opérations d'infiltration et de changement de régime en Syrie. Aujourd'hui, elle a été complètement évacuée, après avoir de nouveau été attaquée directement par l'Iran. C'est aussi le cas de la base de Muwafaq Salti, où 3 soldats américains ont été tués alors qu'ils défendaient Israël depuis ce site. Et je crois que la base aérienne du roi Hussein, c'est son nom, a également été évacuée. En fait, il y a pratiquement une évacuation totale en Jordanie. Les États-Unis ne peuvent plus stationner de ravitailleurs en vol sur ces bases. Pardon, je veux dire la base aérienne du roi Faisal, en Jordanie, qui a été entièrement évacuée. Il y avait des hélicoptères américains Black Hawk sur place, et je pense que certains ont peut-être été touchés. Il y avait des F-15 là-bas. Vous savez, quand on regarde les images satellites, il n'y a plus rien maintenant. Une base encore plus grande, essentielle à la projection de puissance des États-Unis dans la région, d'où provenaient historiquement, et encore récemment, la plupart des attaques de drones américains contre l'Iran. La base aérienne d'Al-Udeid au Qatar a été totalement évacuée. La base de la 5e flotte à Bahreïn semble, elle aussi, en grande partie évacuée, et une bonne partie est endommagée. La base d'Ali al-Salem au Koweït est gravement endommagée, et d'après ce que je sais, partiellement évacuée. Donc, la campagne de démantèlement des bases menée par l'Iran avance rapidement, et les États-Unis sont obligés de relocaliser une grande partie de leurs avions ravitailleurs et de tout ce dont ils ont besoin pour poursuivre cette guerre contre l'Iran. À l'intérieur des frontières militarisées de l'État d'apartheid israélien, il y a tellement de trafic aérien militaire américain en Israël que le gouvernement israélien a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas stationner leurs avions ravitailleurs à l'aéroport international Ben Gurion parce que ça perturbe les vols civils. Donc là, on ne parle pas juste d'un revers symbolique pour l'Empire américain, alors que Trump relance une guerre pour des raisons que la plupart des Américains ne comprennent même pas. C'est un vrai coup dur. Un coup porté en plein ventre à l'Empire américain. Et on ne sait pas du tout comment ces bases pourraient être rétablies dans de telles conditions. Que préparent les Houthis? Les Houthis, comme on les appelle, ou Ansar Allah, que je considère comme le véritable gouvernement du Yémen, parce qu'ils contrôlent la majeure partie du territoire. Ils contrôlent aussi la plus grande ville, Sanaa. Le gouvernement officiellement reconnu, lui, fonctionne depuis une chambre d'hôtel à Riyad. Ansar Allah est actuellement sous blocus saoudien, un blocus aérien. Quand j'étais à Téhéran, j'ai rencontré des membres de la délégation d'Ansar Allah, d'anciens et d'actuels hauts responsables du gouvernement. Ils avaient pris l'avion pour venir, malgré une menace sérieuse pour leur vie à cause du blocus saoudien. Et quand ils sont repartis, selon un membre de cette délégation, il m'a dit qu'il y avait des drones au-dessus d'eux, des drones hostiles, potentiellement mortels, qui pouvaient très bien être des MQ-9.
lethal hostile drones, which could have been MQ-9s. They flew out on Mahan Air, which is an Iranian airline. Ils ont pris un vol de Mahan Air, une compagnie aérienne iranienne. Et ils ont appelé leurs épouses pour leur dire que ce serait peut-être leur dernier vol, mais qu'ils le faisaient pour défendre la souveraineté du Yémen. Ils sont arrivés sains et saufs à Téhéran, puis ils sont repartis, toujours sous la menace, les Saoudiens ayant menacé d'attaquer à nouveau l'avion, y compris son équipage civil, les hôtesses et les pilotes. Ils ont réussi à atterrir sans encombre, mais c'était un acte de guerre, un acte d'hostilité manifeste. Et je pense qu'il y a peut-être eu des attaques pour empêcher l'atterrissage sur le terrain. L'Arabie saoudite se prépare à faire la guerre au Yémen, et le Yémen répondra. Le Yémen annonce maintenant qu'il va riposter en imposant un blocus sur le transport maritime saoudien, sur les navires saoudiens. Et si cela passe par le détroit de Bab el-Mandeb, il sera très difficile pour l'Arabie saoudite d'exporter son pétrole vers ses principaux clients qui se trouvent en Asie. Elle devra sans doute utiliser des navires plus petits et contourner complètement la corne de l'Afrique pour pouvoir acheminer son pétrole. Ce serait donc un coup énorme porté à l'économie saoudienne. Et on a déjà vu les États-Unis échouer à un autre moment de ce conflit, à déloger Ansar Allah du pouvoir à Sanaa, ou même à faire quoi que ce soit de vraiment efficace pour affaiblir Ansar Allah. D'après un responsable qui vient de s'exprimer dans le Washington Post, les États-Unis font face à une crise des munitions sans précédent. Ils ont concentré tellement d'armement sur l'Iran qu'ils pourraient ne même plus avoir assez de puissance de feu pour frapper le Yémen. Et d'ailleurs, qu'irait-il frapper exactement? Le corps des gardiens de la révolution islamique a déjà montré qu'il n'en faut pas beaucoup pour imposer un blocus du détroit d'Ormuz. Ansar Allah fera la même démonstration avec le Bab el-Mandeb, et ce sera dévastateur pour l'économie mondiale. Mais c'est bien la direction que prennent les choses, alors que l'Arabie saoudite poursuit ce siège agressif du Yémen et ses actes de guerre. Comment Trump a-t-il accepté de fournir quelque chose à l'Arabie saoudite? L'annonce a été faite aujourd'hui à propos d'une installation nucléaire ou d'un projet de construction nucléaire. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bombe, mais c'est quelque chose de nucléaire et de nouveau pour l'Arabie saoudite. Ouais, j'ai pas vraiment suivi tout ça de près. J'ai juste vu la réaction de certains commentateurs qui n'ont visiblement aucun problème avec le fait qu'Israël est un véritable programme nucléaire. Mais là, on voit que ça permet aux États-Unis de transférer du matériel nucléaire à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un nouvel accord qui autorise le pays à enrichir de l'uranium. Trump fait preuve d'une hypocrisie énorme en permettant à l'Arabie saoudite, un pays bien moins démocratique que l'Iran, qui a parrainé les attentats du 11 septembre contre les États-Unis, d'enrichir de l'uranium, tout en annonçant une guerre contre l'Iran pour lui voler sa soi-disant poussière nucléaire. Trump a rencontré hier le président du Liban. Le président libanais lui a dit qu'il voulait que toutes les puissances étrangères quittent le pays. À ton avis, quelle a été la réponse de Trump? C'était quoi ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Trump a peut-être dit oui, sans même se rendre compte de la taille de la zone que contrôle l'armée israélienne. Vous parlez de la rencontre entre le président libanais Michel Aoun et Donald Trump. C'est bien ça? Exactement. Très bien. Eh bien, voilà encore un spectacle pathétique où le président libanais se prosterne devant un gouvernement qui agit en réalité comme un instrument de l'influence israélienne. Et ce qu'il fait, c'est continuer à préparer le terrain pour une guerre civile
dans laquelle les États-Unis cherchent à opposer l'armée libanaise, qui n'a aucune envie de se battre, au Hezbollah, la seule force qui, selon lui, défend la souveraineté du Liban face à Israël. Et maintenant, Joseph Aoun est mis en avant par le nouveau directeur antiterroriste de Trump, un type grotesque, celui-là même qui a sapé Joe Kent avant de le remplacer. Sébastien Gorka le présente comme un ancien étudiant, quelqu'un qu'il a formé en matière de lutte antiterroriste. Ce qui en dit long quand même sur les compétences d'Aoun pour gouverner. La rencontre d'Aoun a été organisée par le réseau d'un milliardaire libanais, Antoun Sanaoui. C'est lui, en coulisses, qui tire les ficelles de tout cet épisode scandaleux, dans lequel le Liban a signé une sorte de déclaration de reddition face à Israël, un protocole d'accord. Sanaoui est d'ailleurs le compagnon de Morgan Ortagus, qui reste très influente. C'est une ancienne chrétienne libanaise, convertie au judaïsme, et qui travaillait sous la direction de Mike Waltz aux Nations Unies. Et pendant cette période, elle a conseillé et même exhorté les États-Unis et Israël à commettre ce qui aurait été un massacre historiquement criminel, tuer tout le monde et bombarder le stade où se tenaient les funérailles de Hassan Nasrallah, l'ancien secrétaire général du Hezbollah. Ça en dit long sur la soif de sang de cette personne. Sanaoui, lui, est un chef de guerre d'extrême droite au Liban. Il dirige sa propre milice privée qui a mené des attaques de justiciers dans tout Beyrouth. Il contrôle aussi son propre réseau médiatique et ils utilisent toute cette rencontre entre Aoun et Trump pour soutenir la déclaration de reddition du protocole d'accord et pour pousser le Liban un peu plus près de la guerre civile. Voici Trump et le président Aoun hier, quand Trump parle du fait d'avoir discuté avec le Hezbollah. Est-ce que vous parlez toujours avec le Hezbollah? Vous avez dit dans des interviews précédentes que vous parliez avec le Hezbollah. Oui, je dirais ça. Et je parlerai au Hezbollah. Oui. Je parle à tout le monde. Je parle à des gens avec qui beaucoup pensent que je ne devrais pas parler. Et pourtant, les choses finissent par s'arranger. Je dirais ceci. Si le président voulait que je parle au Hezbollah, vous savez, il vit avec le Hezbollah depuis longtemps. Eh bien, si le président voulait que je leur parle, oui, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Quelle est sa relation d'Aoun avec le Hezbollah? Eh bien, son objectif n'est pas seulement de les détruire, mais aussi de déplacer et, en quelque sorte, de dénationaliser leur base électorale, qui regroupe une grande partie de la population chiite du Liban. C'est un pays très marqué par le sectarisme. Il est arrivé à la présidence sans véritable élection, à travers un système qui ne représente pas équitablement les différentes communautés confessionnelles du pays. Et son premier ministre, Najib Salam, a lui aussi simplement été nommé. Il n'a ni parti, ni base politique. Ils ne peuvent pas vaincre le Hezbollah sur le plan politique. Le mouvement fonctionne un peu comme l'IRA et le Sinn Féin. Il a une branche politique et une branche militaire. Et sa branche politique détient le plus grand nombre de sièges au Parlement, bien plus que tous ceux liés à Joseph Aoun. Donc, la seule façon pour lui et pour Najib Salam de les battre, c'est de s'appuyer sur la CIA, le Pentagone et l'armée israélienne pour détruire les maisons des citoyens chiites du sud du Liban et pour que ce soit Israël qui combatte le Hezbollah. Mais au fond, ce que les États-Unis cherchent à obtenir, c'est que l'armée libanaise attaque le Hezbollah. Et ça, c'est tout simplement un scénario impossible. Parce que l'armée libanaise est composée de citoyens issus de nombreuses communautés différentes. Ils n'ont pas tous la même opinion. Une grande partie des soldats de l'armée libanaise ne voudraient pas se battre ni tuer d'autres citoyens libanais. Il y a 10 ou 15 ans, plus de 10 ans en tout cas, j'étais dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban et j'ai interviewé 2 des négociateurs du siège de El Bared en 2007.
C'est un camp de réfugiés palestiniens au Liban, où des militants salafistes djihadistes s'étaient réfugiés contre la volonté de la population palestinienne. L'armée libanaise a été envoyée pour, en gros, détruire tout le camp, parce que le gouvernement libanais a par le passé été très anti-palestinien aussi. Et ce que les négociateurs m'ont raconté, c'est qu'un soldat entrait pour mettre le feu à une maison ou l'attaquer, puis un autre soldat arrivait pour essayer de sauver les gens et d'arrêter le premier. Parce qu'il y avait des soldats favorables aux Palestiniens et d'autres qui leur étaient hostiles. Et au final, il n'y avait aucune logique claire dans l'armée. Or, cette armée, formée par les États-Unis, à qui il est interdit de combattre Israël, est censée affronter le Hezbollah, qui est l'une des forces armées non étatiques les plus puissantes au monde. Ça n'arrivera pas. Du coup, Aoun s'appuie sur Israël comme véritable force par procuration. Dernier sujet. Max, qu'est-ce que le sénateur Rubio vient de publier à propos de cette accusation incroyable selon laquelle des agents cubains auraient infiltré le gouvernement américain? Oui, enfin, des agents cubains ont bien infiltré le gouvernement américain au plus haut niveau. Sauf qu'en réalité, ce sont des gusanos de la droite du sud de la Floride qui voient les États-Unis comme une base pour régler les comptes de l'ancien pays en utilisant l'armée pour envahir Cuba. Et bon, ils ont aussi, en gros, détruit le Venezuela et il se peut qu'ils aient maintenant les yeux tournés vers le Nicaragua. Mais voilà, ce sont ces Cubains-là qui ont infiltré le gouvernement américain. Ce sont Marco Rubio, Carlos Gutiérrez et cette femme qui hurle tout le temps, dont j'oublie le nom un instant. Ah oui, Maria Elvira Salazar. Les Cubains dont on dit qu'ils auraient infiltré le gouvernement américain, eux, n'existent pratiquement pas. C'est un document délirant, paranoïaque, que le département d'État a produit. Et si vous le lisez et que vous connaissez un peu David Horowitz, cet ancien trotskiste devenu gourou néoconservateur de droite, le mentor de Stephen Miller, alors vous verrez ses empreintes partout dans ce document. Parce que tout le texte parle des années 60 et 70. Il parle de la gauche radicale de cette époque. Karen Bass, l'ancienne maire de Los Angeles, y est mentionnée parce qu'elle a participé à un voyage avec la brigade Venceremos vers 1972. Barack Obama est visé dans le document parce qu'il a été en contact avec d'anciens dirigeants du Weather Underground, Bernardine Dohrn et Bill Ayers. Tout ça vient directement des livres de David Horowitz sur les méfaits de la gauche radicale et de son site Discover the Networks. Et je pense qu'ils ont fait passer tout ça dans le système de Claude Haye pour sortir ce document. Franchement, j'ai l'impression que presque 80% du texte parle des années 60 et 70. C'est complètement centré sur la génération des boomers. Et puis il cite certaines figures, comme Medea Benjamin ou le People's Forum, ainsi que d'autres groupes militants, pour essayer de les relier à cette histoire de militantisme révolutionnaire d'extrême gauche, et les présenter comme une menace subversive pour les États-Unis. J'en ai d'ailleurs parlé avec Medea hier soir, parce que je l'ai croisé à une conférence que je donnais, un compte-rendu de mon voyage en Iran. Je lui ai demandé « Tu crois qu'ils vont lancer une sorte de nouveau programme COINTELPRO ou qu'ils l'ont déjà fait, qu'ils vont violer le premier amendement et commencer à arrêter la gauche radicale. » Et elle a dit, tu sais, la vraie menace, c'est que ce document n'est qu'une justification paranoïaque pour permettre à Marco Rubio de pousser l'armée américaine à envahir Cuba. Selon elle, ils ont attendu trop longtemps un changement de régime. Cuba ne s'est pas effondré malgré ce terrible blocus énergétique qui détruit la vie de ses citoyens, et ils ne peuvent plus patienter. Alors maintenant, ils ont ce document, ce texte complètement absurde, comme leur nouveau Yellow Cake, leur nouvelle preuve irréfutable, prétendant que Cuba infiltre le gouvernement américain et détruit l'Amérique de l'intérieur,
juste pour justifier une invasion. Donc oui, je pense que c'est bien de ça qu'il s'agit. En plus d'une nouvelle attaque contre le premier amendement et contre le droit des Américains à s'organiser, surtout ceux qui s'opposent à ces guerres. J'ai bien vu le visage et le nom de Ben Cohen là, Ben & Jerry's. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à lui? Eh bien, il donne beaucoup d'argent à des organisations pro-paix, et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à lui. Et c'est aussi pour ça qu'ils s'en prennent à moi, à cause de mon travail de journaliste. Et peut-être qu'ils viendront te chercher toi aussi. Peut-être qu'ils viendront nous chercher tous. Mais au fond, tout ça tourne autour de la liberté d'expression. Ils visent tout le monde à cause de ce qu'on dit, à cause de notre engagement et de notre activisme. Franchement, il n'y a rien de concret là-dedans. C'est vide. Où sont les preuves? Où est la démonstration d'une véritable infiltration étrangère ou de réseaux de surveillance cubains opérant aux États-Unis? Il n'y en a tout simplement pas. Ils s'en prennent aussi à Hasan Piker, qui représente la voix de l'aile progressiste du Parti démocrate. Ils ont visé Eve Ensler, l'autrice des monologues du vagin, simplement parce qu'elle a assisté au mariage de l'un des fondateurs de Code Pink. Et dans ce document, Joseph McCarthy est cité comme une source d'inspiration. Sénateur McCarthy. Oui, ce n'est pas vraiment une surprise. Je veux dire, Stephen Miller. Si Stephen Miller a écrit ça, c'est pas une surprise. Je suis d'accord. Il a clairement présidé cette réunion. Et ce document a suivi la conférence organisée par Stephen Miller, Marco Rubio et d'autres responsables de l'administration sur ce qu'ils appellent le FLT, c'est-à-dire le terrorisme d'extrême gauche. Un concept totalement flou, tout comme Antifa. Ils sont incapables de dire ce qu'est Antifa, mais c'est devenu un nouveau mot-clé. Une nouvelle étiquette qu'ils vont utiliser pour se donner des pouvoirs de surveillance et d'application de la loi. En clair, pour pouvoir viser des gens en fonction de leurs propos, de leurs convictions ou de leur engagement, et au fond, pour piétiner le premier amendement. Wow! Dernière question. Est-ce que le maire de New York va arrêter le premier ministre Netanyahou quand il atterrira à JFK en octobre? D'accord. Il ne le fera pas. Le maire de New York, Zohran Mamdani, vient d'annoncer qu'il n'arrêtera pas Benjamin Netanyahou. Et ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas. J'ai trouvé que son discours était très bien rédigé et sincère, et je n'ai aucune raison de mettre sa parole en doute. Il n'a tout simplement pas le pouvoir légal d'arrêter Benjamin Netanyahou. Dans une allocution qui a été émise environ 500 000 fois sur X et partagée près de 200 000 fois sur une seule plateforme, il a appelé les autorités fédérales à faire appliquer la décision de la Cour pénale internationale qui juge Netanyahou coupable de génocide à Gaza et a procédé à son arrestation. Donald Trump a déclaré que Benjamin Netanyahou est juridiquement exceptionnel, que personne ne peut l'arrêter, que rien ne peut lui arriver. Bien sûr, les soutiens de Netanyahou aux États-Unis paniquent complètement à ce sujet. Mais je pense que ce qu'on voit ici, c'est que Mamdani prépare le terrain pour que plus tard, des dirigeants fédéraux américains trouvent le courage de vraiment le faire. Et de tenir pour responsables les auteurs de ce qu'il appelle l'Holocauste de notre époque pour le génocide qu'ils ont commis. Malheureusement, je ne vois aucune action concrète de la part de Mamdani qui accompagnerait sa rhétorique et qu'il pourrait entreprendre dans le cadre de ses pouvoirs de maire de New York. Il pourrait ordonner à la police de New York de ne pas intervenir et de ne pas protéger Benjamin Netanyahou. Et il pourrait aussi éviter d'entraver les manifestants qui veulent exprimer leur mépris et leur désapprobation face à la présence de Netanyahou dans leur ville. Mais Netanyahou a vraiment changé, quand même. Il faut prendre un peu de recul.
Franchement, est-ce que vous auriez pu imaginer, vous, en tant qu'habitant de la région de New York ou du New Jersey, qu'il y a 5 ou 10 ans, un maire de New York puisse seulement dire qu'il voulait arrêter un dirigeant israélien pour crime de guerre? Non, bien sûr que non. Je me souviens quand Giuliani a arrêté à Arafat, mais c'est l'autre face de la médaille. Exactement. Oui, c'était après qu'Arafat a reçu le prix Nobel de la paix et qu'il a en gros tout cédé à Israël. Oui, et c'était une arrestation très publique. Ils l'ont sorti de force d'une représentation de la 9e de Beethoven au Lincoln Center. Oui. Oui, enfin, ce n'était pas une décision particulièrement populaire. Giuliani cherchait à plaire à un groupe ethnique très influent qui le soutenait et qui l'a propulsé au pouvoir, surtout sur l'Upper East Side. Ce que fait Mamdani, en revanche, c'est populaire dans toute la ville, et même dans tout le pays. D'ailleurs, un nouveau sondage du Washington Post et d'Ipsos montre qu'une large majorité d'Américains pensent que le soutien des États-Unis à Israël est beaucoup trop élevé. En gros, ils sont favorables à réduire, voire à mettre fin à l'aide à Israël. Les seuls Américains qui estiment que le niveau de soutien est juste comme il faut, ce sont les baby boomers de Fox News. Et c'est tout. Oui, Max, tu es en pleine forme. Je ne te remercierai jamais assez pour cette explication exceptionnelle de tous ces points chauds. Merci, mon cher ami. Mes amitiés à toi et à ta famille. On a hâte de te revoir très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ravi de vous voir, bien sûr. Au revoir. Wow. Franchement, dire qu'il était lancé, c'est un euphémisme. Une explication vraiment remarquable de tous ces points chauds. À suivre, si vous regardez en direct dans 27 minutes, non, 17 minutes à 3 heures, Phil Giraldi et le juge Napolitano pour Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.